j'aimerais que de façon donc prioritaire, ce soit les étudiants qui puissent poser des questions. Donc rappelez-vous, il n'y a absolument aucune bête question. C'est important. Bernard a vraiment secoué toute une série d'idées reçues. Donc c'est important que vous vous posiez des questions par rapport à cet exercice qui n'est pas évident. Donc voilà, je vais d'abord attendre que des étudiants demandent la parole avant que des personnes qui viennent à cette conférence et qui sont plus âgées, qui ont déjà eu l'occasion d'entendre Bernard à plusieurs reprises, posent des questions à leur tour. Donc là, ouais. Bonsoir. Donc d'abord, merci pour votre intervention. Et en fait, moi j'avais une question et j'aimerais bien savoir ce que vous pensez des allocations universelles ou du revenu universel, enfin le fait de verser je ne sais pas si on peut appeler ça un salaire, mais de verser de l'argent à chaque personne sans qu'ils fournissent du travail. Oui, enfin voilà. Merci. Comment c'est le genre littéraire? Je réponds au fur et à mesure? D'accord. Bon, j'y ai fait allusion en fin de propos. Hein. J'ai une hostilité acharnée à cette proposition, d'accord? Mais je voudrais l'argumenter un peu plus longuement. Hein. Ce que vous avez dit, c'est chaque personne a droit à une allocation sans fournir de travail. Alors, mettons-nous bien d'accord. S'il n'y a pas de travail, il n'y aura pas de monnaie. S'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de valeur économique. Donc il n'y aura pas de quoi financer l'allocation universelle. L'allocation universelle, dès lors qu'elle est monétaire, elle suppose qu'il y ait production de valeur économique. Donc déconnecter un revenu quelconque du travail, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucune possibilité d'existence. Ce qu'il faut faire, et c'est ce que j'ai montré comme étant déjà fait dans la sécurité sociale, c'est de dissocier les ressources de l'emploi. L'emploi, c'est une forme aujourd'hui absolument catastrophique de mise au travail. Et là, si telle ou telle question vient sur cette affaire de la nocivité du marché du travail, on pourra y revenir. Mais je ne vais pas répondre là-dessus tout de suite. En finir avec le marché du travail, qui est une institution capitaliste totalement mortifère. Ça suppose qu'il y ait un seul chèque dans l'existence. Que nous soyons posés avec un droit politique de producteur. Nous ne sommes pas des êtres de besoin qui avons droit à du revenu sur 2 chèques, un revenu de base, à, je sais pas, 800 €, 1000 € par mois, et puis au-delà, un revenu qui serait le prix de notre force de travail sur un marché. Parce que le revenu de base, l'allocation universelle, suppose toujours 2 chèques. L'un qui est payé par ce qui se passe dans la sphère capitaliste. Ça nous laisse donc entièrement dépendants de la sphère capitaliste. Le chèque, les 800 €, les 1000 €, ça vient de la monnaie correspondant à la valeur créée sur le marché du travail. Le salaire universel, pardon, le salaire, excusez-moi de fourcher à ce point. L'allocation universelle, il faudra qu'on discute sur allocation et salaire, c'est 2 choses complètement différentes. L'allocation universelle, elle laisse intactes les institutions du capital. Marché du travail, propriété lucrative, crédit, mesure de la valeur par le temps. Et elle propose que l'on ponctionne sur cette valeur capitaliste, par l'impôt, de quoi financer
un revenu d'existence qui nous pose comme des êtres de besoin, c'est-à-dire la définition que fait de nous le capital. Je ne vois rien dans le revenu d'existence qui soit anticapitaliste. Alors vous me direz, c'est pas une tare. Si, pour moi, c'en est une. Hein. Il est urgent de continuer à sortir du capitalisme. Le capitalisme nous mène dans le mur total, et écologiquement et anthropologiquement. Écologiquement, on en est un peu maintenant conscient. Anthropologiquement, pas encore assez. Il nous définit par le besoin, par la consommation. Il nous nie comme producteurs. Il met à mal notre travail. Il nous fait produire des conneries en permanence. Il nous rend dépendants de la marchandise capitaliste, enfin, etc., etc. Il est urgent de continuer à, je dis bien continuer à, parce que si vous m'avez entendu, depuis 1945, nous avons commencé à sortir du capitalisme, en affirmant qu'on peut travailler autrement que sur un marché du travail avec un emploi, un employeur, un actionnaire sur le dos. La proposition d'allocation universelle, elle interrompt ce mouvement. D'ailleurs, j'avais été très frappé comment la votation suisse sur les 2500 francs par mois de revenus de base est intervenue. J'ai eu un débat à Lausanne, à l'université de Lausanne à ce moment-là, avec l'inévitable Vanderbilt, enfin le type qui a succédé à Van Parijs sur la chaire ouverte à l'UCL, bon d'accord, qui est le promoteur européen sous un network dont on n'invente pas l'acronyme, le bien, hein, le bien. Le Basic Income Earth Network, un truc comme ça. Hein, d'accord, bien. Donc, c'est les chevaliers du bien, hein, d'accord, bien. Donc, ces 2500 francs proposés à la votation comme revenu universel, c'est une peau de banane contre la revendication en train de se construire dans le monde syndical, qui est SMIC, enfin salaire minimum à 4000 francs. Alors, pour la Suisse, il faut toujours rapporter au prix en Suisse. Hein. 2500 francs, c'est en France ou en Belgique l'équivalent de 1000 euros, hein, d'accord, hein, en termes de pouvoir d'achat. Donc la revendication syndicale d'un salaire d'au moins 4000 francs est contrée par la tentative d'ignorer cette revendication pour distribuer de la menue monnaie à tout le monde. Nous sommes dans une entreprise capitaliste, et exclusivement capitaliste. Le revenu de base, c'est la roue de secours du capital. Je voudrais dire que c'est une roue de secours pour une deuxième raison, qui est idéologique. Nous avons une classe dirigeante. Qu'est-ce que c'est qu'une classe dirigeante? C'est une classe qui organise la production de la valeur. La classe dirigeante, classe capitaliste, est devenue incapable d'organiser, dans les pays capitalistes développés en tout cas, la production de la valeur. La façon dont elle le fait est devenue insensée. Elle est insupportable. D'où les tentatives d'extrême droite, en fait, etc., pour faire diversion, bien sûr. Si cette classe peut faire que nous fassions deux parts dans notre vie, la part du tripalium, parce qu'on ne peut plus, quand on est prof de sociologie, échapper dans les copies à ce Pontosane qui veut que le travail, ce soit l'instrument de torture, le tripalium avec lequel, au départ, on maintenait les chevaux pour pouvoir les ferrer ou retirer les animaux à sabots, pouvoir retirer des épines et autre chose sans qu'ils ne donnent une ruade. Bien. Si donc nous pouvons considérer que le travail c'est de la merde, voilà, c'est dans sa nature, c'est dans sa nature. C'est pas le capitaliste qui fait du travail de la merde, non, non, c'est le travail qui est de la merde. Et puis,
ça c'est la part de... Alors je vais utiliser les mots de Gorz, qui est un des maîtres à penser de cette chose, d'accord, que je ne qualifierai pas davantage. Si on peut faire deux parts dans notre vie, la part de l'hétéronomie. On va sur le marché du travail pour se faire chier. Avec un salaire en fonction de la pénibilité. Ça, c'est des plus jeunes. Les plus jeunes, Baptiste Milondo, vous avez peut-être vu passer ces gens-là, d'accord? Un revenu pour tous, enfin bon. Parce que le travail, c'est pénible, c'est sa définition même. C'est pas la création par laquelle nous réalisons. Non, c'est un emmerdement. Si on peut donc nous convaincre qu'il y a deux parts dans nos vies, celle de l'hétéronomie, qui par nature est celle de l'emmerdement du travail, et celle de l'autonomie, celle de l'activité, où nous allons jouer dans le bac à sable avec nos 800 € par mois. C'est tout gagné pour le capital. Il est prêt à nous filer 800 € par mois pour qu'on ferme notre gueule. Le revenu de base, c'est un des adversaires principaux aujourd'hui que nous avons à combattre lorsque, comme moi, on fait un travail de chercheur qui épie l'émancipation du travail. Alors cela dit, après avoir bien déblayé le terrain, je vais dire ce qui nous rapproche des tenants du revenu de base. C'est effectivement la campagne qu'ils mènent, et à juste titre, contre l'idée que si on a un revenu assuré, on ne fera plus rien. Oh ben si on a un revenu assuré, on ne fera plus rien. C'est évident. Bon, cette sottise invraisemblable, d'accord? Là, le combat de ceux qui réfléchissent dans le sens du salaire à vie est le même, parce qu'ils se heurtent à la même objection. Mais si on a un salaire à vie, on ne fera plus rien. Là, c'est un combat commun. Et là, souvent, je me retrouve sur le même argumentaire que les tenants du revenu de base. Ce qui nous empêche de travailler aujourd'hui, c'est le capital, bien sûr. J'ai déjà dit combien le formatage qu'opère le marché du travail dès notre enfance, ce travail d'appauvrissement de soi que nous faisons, je prends le terme au collectif Riposte de Liège, avec qui j'ai travaillé la semaine dernière, et qui a sorti l'an dernier un magnifique bouquin qui s'appelle « Showing Out ». Formidable, hein? Magnifique trouvaille sémantique, hein? On n'est pas des chômeurs qui faisons le dos rond comme ça, la tête basse, parce que nous serions des assistés. Showing out. Nous ne voulons pas d'employeurs. Nous ne voulons pas d'actionnaires. Nous voulons un salaire à vie. Qu'est-ce qui nous empêche de travailler? C'est notre rapport instrumental au savoir, construit dès l'école. Parce qu'il faut qu'on s'instruise en fonction non pas du savoir et de nos ambitions de contribuer au bien commun, mais en fonction des exigences du marché du travail. Cet appauvrissement de nos ambitions à laquelle, en permanence, nous sommes contraints, invités en tout cas, par l'effort d'employabilité. Voilà un sacré obstacle au travail, c'est-à-dire à notre capacité de créer. Tous ceux qui maquillent leur diplôme pour avoir un job, c'est pas un obstacle au travail, ça? Tous ceux qui cherchent, en bricolant avec le chômage, des formes moins subordonnées de travail, parce que ils ne pourront être payés que dans l'emploi. C'est pas un obstacle au travail, ça? Tous ceux qui vont au travail en traînant les pieds, parce qu'ils ont un emploi qui fait qu'ils n'ont aucune maîtrise sur ce qu'ils font, qui doivent supporter un management de terreur,
qui font du boulot qu'ils estiment être pas du bon boulot, alors même qu'ils aiment leur travail. Tous ceux qui, ayant commencé dans un certain enthousiasme leur vie professionnelle, sont à 40 ans entièrement cyniques, désabusés. Parce qu'ils n'ont aucune maîtrise sur leur travail, puisque c'est la classe capitaliste qui s'est arrogée cette maîtrise. Voilà l'obstacle au travail. Le salaire à vie, ça va au contraire libérer le travail. Moi, je pense à tous ces jeunes qui aujourd'hui sont dans l'autocensure, parce que le salaire à vie, ils ne l'ont pas. Mais avec un salaire à vie, ils exploseraient. Tous leurs projets, ils les mèneraient à bien. Alors le salaire à vie ne suffit pas. Il faut aussi maîtriser l'investissement. Là, je n'ai pas eu le temps. Il faudrait m'inviter à une autre leçon, si vous voulez, c'est possible. Mais il faut assumer d'autres dimensions de la sécurité sociale. Je n'ai pris que le salaire à vie, mais il y a aussi le financement de l'investissement par une cotisation, comme on l'a fait pour la maladie. Par exemple, on a financé l'investissement hospitalier sans appel au marché des capitaux, sans crédit, en augmentant le taux de cotisation en maladie. Bien, nous pouvons continuer. Bon, mais ça, c'est un autre point. Voilà pour ma réponse à votre question. Que ça ne vous intimide pas à en poser d'autres, hein, ou à des objections, bien sûr. Oui, en fait, je me demandais, est-ce que vous iriez jusqu'à dire que, supposons, les idiots utiles qui font la promotion du revenu de base nuisent eux-mêmes au niveau idéologique à la mise en place de ce que vous proposez? Est-ce que vous concevez ces gens-là comme des ennemis idéologiques au niveau de la mise en place de votre proposition, ou simplement des gens qui proposent quelque chose concrètement pour aider, par exemple, les gens qui vivent dans la pauvreté, ou est-ce que concrètement, si par exemple on mettait en place un revenu de base garanti, est-ce que vous pensez que ce serait en attendant une bonne chose pour aider les gens, ou plutôt quelque chose de mauvais parce que ça mettrait un baume idéologique à la solution plus révolutionnaire que vous proposez? Je ne sais pas si ma question est claire. J'étais à Liège la semaine dernière et un des participants qui est à la FGTB me passait Syndicat Magazine, qui est donc le magazine de la FGTB. Et je lisais le compte-rendu de toutes les actions qui ont été menées à propos de la réforme de l'allocation d'insertion contre le bain de sang social. L'allocation d'insertion va mettre 50 000 jeunes dans la précarité. Enfin, la réforme va mettre 50 000 jeunes dans la précarité. Ces jeunes, ils ont droit à être aidés. Cette stratégie syndicale, je la conteste formellement. Un syndicat, ça n'est pas une association de victimes. Un syndicat, c'est l'organisation de travailleurs décidés à maîtriser le travail. Sinon, il ne sert à rien qu'à accompagner le capitalisme. Aider les pauvres, c'est le fonds de commerce du capitalisme. Ça a été extrêmement bien montré par un ouvrage par ailleurs discutable de Ewald sur l'État-providence. La solidarité avec les pauvres, c'est une dimension consubstantielle à l'idéologie capitaliste. C'est pas un supplément d'âme. C'est absolument nécessaire. Et l'éducation à la solidarité fait partie de cette solidarité-là. C'est-à-dire fait partie de l'éducation capitaliste. C'est-à-dire la solidarité de ceux qui ont vers ceux qui n'ont pas. Cette solidarité est exécrable. Qu'est-ce qui a été inventé avec la sécurité sociale? C'est une solidarité salariale. C'est tout à fait autre chose. Bien sûr que le mot solidarité est un mot très noble.
mais son usage dominant aujourd'hui de lutte contre la pauvreté, de solidarité avec ses exclus, est exécrable. La solidarité salariale, c'est la co-responsabilité de ceux qui sont candidats à la maîtrise de la valeur économique. La solidarité salariale que nous avons à construire, c'est le contraire de l'aide aux victimes. C'est le contraire de la lutte contre la précarité. C'est le contraire de toutes ces thématiques qui nous mènent dans le mur stratégiquement. C'est le fait de construire, regardez déjà, construire la conviction chez des salariés dont l'entreprise est menacée, qu'ils peuvent être les copropriétaires de l'entreprise. Bien souvent, ils n'y pensent même pas, ou ça leur paraît impossible. C'est ça la solidarité à construire, la co-responsabilité sur la valeur économique. Donc je ne dénigre pas le mot solidarité, au contraire je l'exalte, mais en récusant absolument toute stratégie de défense de victimes. Bonjour. Moi j'ai une question par rapport du coup au revenu de base et enfin plutôt salaire à vie. C'est sur les emplois que personne ne veut faire ou les emplois qu'est-ce qu'on en fait, qui les ferait, comment. Et ensuite j'ai bien compris quand vous parliez du chômage, de la sécurité sociale, vous avez toujours dit que ce n'était pas une ponction parce que ces gens-là étaient actifs et qu'ils créaient de la valeur d'usage et que du coup ils étaient utiles. Mais le fait est que qui paye ces gens-là, ça reste, enfin, d'où vient l'argent? Et si on paye ces gens-là, comment la France pourrait faire ça seule au milieu de, enfin, voilà. Merci. Merci. Des emplois que personne ne veut faire. Bon débarras. Hein. Si personne ne veut les faire, c'est que il faut pas les faire. Hein. Nous avons aujourd'hui des quantités d'emplois qui sont attentatoires à la santé, attentatoires à la dignité, etc., et qui doivent être supprimés. Je ne parle pas de tous les emplois qui, eux, sont attentatoires à la démocratie, je sais pas quoi, les profs de mathématiques financières, les chroniqueurs de la plage 7-9 à la radio tous les matins, enfin tout ce monde-là, bon ça c'est... Nous sommes dans des gens qui feraient mieux de rester au lit, hein, plutôt que de travailler. Hein. Ils nous emmerdent, hein, et comment hein, bon. Il y en a beaucoup, hein, peut-être le tiers de ceux qui travaillent, il vaudrait mieux qu'ils fassent rien aujourd'hui, hein, à peu près, au moins ils ne seraient pas dangereux. On ne peut pas se contenter de cette réponse, qui est une réponse qui vaut, cela dit, hein, parce qu'il faut récuser tous ces travaux qu'on nous fait faire. Maintenant, s'il y a des travaux indispensables, mais qui ne trouvent pas preneur parce que, je sais pas, ils ne sont pas valorisants, etc., eh bien, il faudra faire un turnover, il faudra faire un service civique. Et nous le ferons. Parce que l'économie, ça ne sera plus les autres, je sais pas qui. Nous serons dans la co-responsabilité. Et c'est ça la solidarité salariale. Faire un service civique sur des tâches qui ne trouveraient pas preneur. D'où vient l'argent? D'où vient l'argent? Il est là, l'argent, il n'y a pas à aller le chercher ailleurs. Toute la question de la façon dont on le lit. Hein, ce sont bien sûr les fonctionnaires qui produisent leur salaire, comme tous les salariés. Ce sont bien sûr les soignants qui produisent leur salaire, comme tous les salariés. Ce sont bien sûr les retraités qui produisent leur pension, comme tous les salariés. La valeur économique a changé de signification.
Ce n'est pas seulement ce qui est produit pour mettre en valeur du capital. Donc poser la question qui finance, c'est rester toujours avec l'idée que les retraités ne produisent pas, les fonctionnaires ne produisent pas, les parents ne produisent pas, les chômeurs ne produisent pas, les soignants ne produisent pas. Donc il faut bien aller chercher les sous ailleurs. Regardons bien comment se forment les prix, pour bien comprendre cette affaire. Pour bien comprendre que les impôts sont produits par les fonctionnaires. Pas que les fonctionnaires, hein, tous les agents des services publics qui sont financés par l'impôt. Il n'y a pas que des fonctionnaires, bien sûr. Y compris dans le milieu associatif, qui est largement mis à contribution pour remplacer le service public, enfin la fonction publique dans les collectivités territoriales. Toutes ces subventions-là qui vont aux associations, c'est pas quelque chose qui vient d'ailleurs, pour des improductifs. Les subventions sont produites par les salariés de l'association, bien sûr. Tout comme l'impôt est produit par l'ensemble des travailleurs du service public. Il faut bien comprendre que la cotisation vieillesse est produite par les retraités et non pas par les cotisants. Et donc il n'y a pas besoin d'aller chercher où est l'argent. Mais l'argent il est là puisque les retraités produisent. Ils produisent de la valeur. Et donc, c'est évalué par de l'argent, qui est la cotisation vieillesse. Pour bien comprendre que, parce que ça ne va pas de soi, c'est contre-intuitif, comme disent les économistes. Pourquoi est-ce que c'est moi qui paye l'impôt si c'est le fonctionnaire qui le produit? Pourquoi est-ce que la cotisation est sur ma feuille de paye si c'est le retraité qui la produit? Ben, c'est pas compliqué à comprendre. Et lorsque à l'université, on enseignera ces choses simples, et non pas le bourrage de mots incroyable qui est fait sur la sécurité sociale, quand il y a des cours sur la sécu, d'ailleurs on vaut mieux qu'il n'y en ait pas, tellement ce qui s'y raconte est imbécile. Lorsque dans les syndicats, enfin de la formation de niveau 1, sur la lecture de la feuille de paye qui sortira de l'aliénation, on aura beaucoup avancé. La cotisation qui figure sur ma feuille de paye, c'est pas moi qui l'ai produite, c'est pas une partie de mon salaire qui va à des gens non productifs. Les cotisations qui figurent sur ma feuille de paye sont produites par ceux qu'elle va payer, qu'elles vont payer. Ce sont les soignants qui produisent la cotisation maladie. Alors pourquoi ça figure sur ma feuille de paye? D'abord pour une raison idéologique, qu'il y a une bagarre patronale pour que ça figure sur la feuille de paye, qu'il y a une bagarre patronale pour distinguer la fiction du salaire brut, dont on va déduire les cotisations salaires, ce qui en donne l'impression que c'est piqué sur le travail du salarié. Il y a une guerre des mots que mène la classe dirigeante, et une guerre des formes de la comptabilité. Inscrire sur les bulletins de salaire les cotisations, sous la distinction du brut et du net, et en plus du poche, et dire que le net, c'est le brut moins les cotisations, ça fait apparaître la cotisation comme une ponction sur mon travail. Là, nous sommes dans le bourrage de mou idéologique qu'opèrent des techniques comptables. Les techniques comptables, c'est extrêmement performatif. C'est tout sauf la description du réel. C'est une arme de guerre, la comptabilité. Une arme de guerre. Comprenons bien que l'impôt est produit par les fonctionnaires, que la cotisation vieillesse est produite par les retraités, que la cotisation maladie est produite par les soignants. Lorsque l'on forme les prix des marchandises, on va prendre en compte tous les coûts. Dans le prix des marchandises, il y a le coût d'achat de toutes les consommations intermédiaires, plus la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est-à-dire le salaire et le profit. Et lorsque l'on donc élabore un prix, on tient compte du coût des intrants et puis de la rémunération du capital, avec l'impôt
qu'elle inclut, et puis de la rémunération des salariés avec les cotisations et l'impôt qu'elle inclut. C'est-à-dire que dans le prix des marchandises, vous avez plus que la valeur de la marchandise. Vous avez aussi la valeur produite par ceux qui, ne produisant pas de marchandises, puisque les fonctionnaires, les soignants, les retraités, les chômeurs et les parents, je prends les 4 branches de la sécurité sociale en France comme en Belgique, ne produisent pas de marchandises, produisent de la valeur, mais non marchande. La valeur qu'ils produisent, et donc la monnaie qui exprime cette valeur, il faut bien qu'elle soit quelque part. Et où peut-elle être? Mais uniquement dans les prix, bien sûr, des marchandises. Et c'est d'ailleurs avec le salaire ou la pension qu'ils perçoivent que les fonctionnaires, les soignants, les retraités, les pensionnés vont aller acheter des marchandises. Donc, dans le prix des marchandises, vous avez la valeur de la marchandise, c'est-à-dire le profit net d'impôt, et le salaire poche, ça c'est la valeur de la marchandise, le profit net d'impôt et le salaire poche. La valeur ajoutée par le travail, parce que le profit ne figure pas sur la feuille de paye, comme je vous fais remarquer. C'est curieux, hein? Au niveau macroéconomique en France, je vous donne un petit détail. Hein. Les salaires, enfin c'est pas tout à fait le salaire poche, c'est pas fait pareil. Enfin, les salaires liés au marché du travail, les salaires directs liés au marché du travail, c'est 500 milliards d'euros. Ça, c'est les salaires du privé, en gros. Hein. Les salaires de ceux qui, par leur travail, mettent en valeur du capital. 500. Je prends les salaires poches. Hein. Et puis, le profit, c'est 700 milliards d'euros. Chaque fois qu'un salarié du privé a un salaire poche de 500, il y a un propriétaire direct, actionnaire ou prêteur, qui lui empoche 700 sur son boulot. C'est pas sur la feuille de paye. Vous voyez que la feuille de paye, c'est une arme de guerre. Donc, la valeur de la marchandise, en termes de valeur ajoutée, puisque le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées, c'est le salaire poche et le profit net d'impôt, inclus dans le prix de la marchandise, en plus des consommations intermédiaires, bien sûr. Et tous les impôts et toutes les cotisations qui sont inclus dans le prix des marchandises ne correspondent pas à la valeur de la marchandise, correspondent à l'évaluation monétaire de la valeur produite par les agents des services publics, les retraités, les parents, les chômeurs et les soignants. Si on ne payait plus ces gens-là, comme en Chine, nos salaires seraient toujours les salaires poches. Ça n'augmenterait pas nos salaires de la cotisation. C'est pas nous qui produisons cela. Les prix n'incluraient plus les salaires des fonctionnaires parce qu'on ne les payerait plus. Les salaires des retraités, puisqu'on ne les payerait plus, des pensionnés. Les salaires des soignants, parce qu'il n'y aurait plus de système de soins avec des soignants payés. Il y aurait des bonnes sœurs, comme dans les années 50, hein, des religieuses, des femmes au carré, d'accord? On va quand même pas les payer. Des femmes, on va pas payer des femmes qui ont la vocation. On va pas payer des femmes qui ont la vocation, n'exagérons pas, d'accord? Donc on pourrait être en Chine, hein, d'accord? On pourrait ne payer ni les retraités, ni les soignants, ni les chômeurs, ni les parents, ni les fonctionnaires. Eh bien, le PIB diminuerait de 30%. Et les salariés du privé seraient comme des cons avec leur salaire poche, sans service public. Donc, d'où vient l'argent? Mais du travail, toujours. Il ne vient que du travail. Et la lutte de classe, ça consiste à légitimer que ceux qui n'ont ni employeur ni actionnaire sur le dos travaillent, produisent de la valeur. Et à dire que les 13% du PIB qui vont aux retraités, c'est pas une fantasmagorique ponction sur la valeur née dans la sphère de la marchandise.
Oui, c'est dans le prix des marchandises, mais ce n'est pas la valeur de la marchandise. Ça s'ajoute au prix des marchandises pour reconnaître la valeur créée par les retraités.